Quand on a des enfants qui sont exposés 4h40 par jour aux réseaux sociaux, quand on a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Bon, faut qu'on parle. Oui, cher président, les gens s'informent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 62% à ne plus faire confiance aux médias traditionnels. Est-ce mal ? Oui et non. La viralité des contenus, les algorithmes, etc., tout ça biaise le jugement des utilisateurs de réseaux sociaux. Et ça peut les enfermer dans une bulle d'information. Certes. Mais certaines informations ne seraient jamais sorties du bois sans les réseaux sociaux. Parce que oui, monsieur le président, monsieur et madame tout le monde, que vous le vouliez ou non, ont des choses à dire et voient des choses que vous ne voyez pas. Combien d'informations, de drames, de scandales n'auraient jamais vu le jour sans les réseaux sociaux ? Par exemple, si personne n'avait partagé la vidéo d'Alexandre Benalla en manifestation, on n'en aurait jamais parlé sur les grandes chaînes. Si personne n'avait partagé une vidéo compromettante de Benjamin Griveaux, celui-ci aurait pu faire campagne sans problème pour la mairie de Paris en 2020. Ou, dernier exemple récent, si l'Incorrect n'avait pas publié cette vidéo prise dans un café de Thomas Legrand et Patrick Cohen en train de tenir des propos problématiques avec des cadres du PS, ceux-ci auraient continué d'exercer leur métier de journaliste sur les chaînes de service public sans aucun problème. Ah pardon, ça, c'est vrai que ça n'a rien changé pour eux en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, que ça vous plaise ou non, monsieur le président, permettent aux personnes que l'on n'écoute pas d'avoir un espace d'expression. Ça permet notamment aux personnalités de droite, qui n'ont pas beaucoup d'invitations dans les médias du service public, de s'exprimer et de partager leurs points de vue. Ces points de vue que vous appelez des contenus d'extrême droite, comme s'il s'agissait d'un gros mot, et que vous semblez même mettre au même niveau que les contenus salafistes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok, sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et ce discours fait malheureusement écho à un autre phénomène récent. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. En août 2024, à quelques jours d'intervalle, plusieurs comptes Instagram de droite ont brutalement été fermés. Rebelote en ce mois d'octobre 2025 avec la fermeture des comptes Instagram du collectif Némésis, du compte personnel de Yona, une militante de Némésis, et du compte du podcast Femelist animé par Marguerite Stern et Dora Muto, laquelle a aussi vu ses comptes méta supprimés au même moment. Prenons-les un par un. D'abord Dora Muto. Dora Muto est la dernière victime en date d'une suppression de compte méta. Un compte personnel qui s'élève quand même à plus de 73 000 abonnés. La raison ? Elle a lancé récemment une page Hitler Was Right Debunked, qui compte seulement 389 abonnés, et qui a pour but de dénoncer les personnes qui, sur les réseaux sociaux, justifient les propos ou les actions d'Hitler. Évidemment, il n'a pas fallu longtemps à Meta pour ne lire que le mot Hitler dans ses contenus, et donc de faire sauter tous les comptes de Dora Muto, en plus de lui infliger des contraintes parallèles, comme l'interdiction de lancer des lives ou des restrictions de création de publicité, comme l'explique Meta dans ses conditions d'utilisation. Le problème ici, c'est que le compte Insta de Femelist est aussi passé à la moulinette et a été supprimé au même moment alors qu'il compte 12 000 followers. Meta, qui a finalement reconnu avoir mal jugé les contenus de Dora Muto, a fini par rétablir tous les comptes de celle-ci. Passons au collectif Némésis, le fameux collectif de féministes identitaires qui fait criser une grande partie de la gauche et qui cumule près de 94 000 abonnés sur Instagram. Voici ce que m'a raconté l'une de ses porte-paroles du nom de Mathilda. Ça fait, je dirais, 2 mois que nos comptes sont massivement suspendus. Ça a commencé par des comptes de section, notamment en fait nos comptes de recrutement de sections locales, donc collectif Némésis Caen, collectif Némésis Toulon, etc., jusqu'à nos comptes italiens. Là-dessus, on a eu une vingtaine de comptes qui ont été suspendus. Et puis, nos comptes de porte-parole ont été suspendus tour à tour également. Ça avait commencé par Alice l'année dernière, qui avait été suspendue pendant 6 mois, si je vous dis pas de bêtises, voire 8 mois. Et puis là, cette année, donc là, ces derniers mois, on a eu quasiment tous nos comptes de porte-parole qui ont été fermés. Celui d'Anaïs, celui de Nina, celui d'Astrid. On a eu dernièrement celui du collectif Némésis. Là, ils sont en train de se rétablir tout doucement. Enfin, la plupart de nos comptes sont rétablis, sans vous mentir, donc ça va un peu mieux. Et nous pensons que c'est dû à des signalements de masse, puisque certains influenceurs d'extrême gauche se sont vantés sur les réseaux sociaux d'avoir fait sauter nos comptes.
Donc on pense que c'est ça, mais on ne peut pas véritablement savoir à quoi c'est dû. Donc quand c'est pas Meta qui censure, c'est les signalements de masse qui font le boulot. Et comme pour Dora Muto, cela ricoche ensuite sur les comptes affiliés à ceux supprimés, selon ce que Meta appelle l'intégrité des comptes. Et ce serait potentiellement le cas de la pauvre Yona de Nemesis dont le compte personnel a sauté fin octobre. Quand je dis compte personnel, c'est vraiment un compte privé dont le pseudo ne contient pas son nom ni son prénom et sur lequel elle ne postait que des photos privées et rien de militant. Dans son cas, contrairement aux autres, Meta ne donne absolument, mais alors absolument, aucun motif. Même pas la mention d'intégrité des comptes que je mentionnais précédemment. Ce qui la classe dans ce qu'elle appelle avec humour la catégorie de la plus grosse victime de Meta. Enfin, pour la cocarde étudiante, le syndicat étudiant de droite, qui cumule presque 25 000 abonnés sur Instagram, la seule raison possible pour eux serait qu'ils ont sauté en même temps que les autres. Ce qui laisse supposer que ces suppressions étaient coordonnées. Descendez-les tous, Dieu fera le tri. Ensuite, nous avons le cas du compte satirique Une Bonne Droite, un média fondé par une dizaine de militants qui cumule près de 77 000 abonnés sur Instagram. Faisant partie de la première vague de suppression en 2024, voilà le mail qu'Une Bonne Droite a reçu. Ils sont accusés d'enfreindre les règles liées aux violences et aux organisations dangereuses. Alors là, on rentre un peu plus dans le délire puisqu'il a fallu que le propriétaire du compte s'acharne vraiment pour le récupérer. Derrière, on s'est retroussé les manches, donc on a fait appel à Meta dans un premier temps. Ça n'a évidemment rien donné, on avait des réponses automatiques qui étaient complètement hors sujet. On ne pouvait même pas leur écrire, je sais plus, mais bref, ça donnait rien du tout. Donc on a fait un gros travail sur l'opinion publique via nos autres réseaux dans un premier temps, notamment sur Twitter, Telegram. Et on s'est rapproché de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, qui font vraiment un boulot exceptionnel. Donc on les remercie encore aujourd'hui. Et avec eux, justement, via leur réseau notamment, on a pu continuer ce travail d'alerte auprès de l'opinion publique. On a notamment co-rédigé une tribune politique qui a été publiée dans Valeurs Actuelles, où il y a eu 50 signataires, donc des grands noms, des personnages politiques de premier plan. Et on a même été cité au Parlement européen par Laurence Trochu. Cet été en France, le groupe Meta a arbitrairement fermé les comptes des responsables de Nemesis ou ceux de médias français comme Occidentis, Une Bonne Droite ou encore celui de Frontières, temporairement suspendu sans raison objective. Donc je pense que tout ça a certainement pesé dans la balance. Et derrière, finalement, donc en février 2025, il y a eu un nouvel examen de Meta et on a pu obtenir notre démantèlement. Petite parenthèse enfin sur l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, c'est en grande partie grâce à elle, de ce que j'ai compris, que tous ces comptes ont pu être remis en ligne. Et donc, ce qu'a fait l'ASLA, c'est que après mise en relation avec nos avocats, nous avons mis en demeure Meta France de restaurer immédiatement les comptes visés, puisque aucune raison juridique ne justifiait, de notre point de vue, validé par un avocat et finalement reconnu par Meta, aucune raison juridique ne justifiait la suspension ou la suppression de ces comptes de réseaux sociaux. Donc Meta a plié face à notre mise en demeure. L'ASLA est devenu un interlocuteur privilégié, un interlocuteur identifié et crédible, perçu par Meta quant à cette lutte contre la censure en ligne. Voilà les sujets qu'on a avec Meta. On est vraiment vigilant parce qu'on observe régulièrement des dérives. Mais à chaque fois, on arrive à faire restaurer les comptes. Alors si la majorité de ces comptes français ont réussi à être réhabilités, exception faite de Yona pour le moment, et ce notamment grâce à des procédures particulières, ne vous leurrez pas, Meta est capable d'être bien plus sévère, notamment dans d'autres pays. J'ai par exemple pu récupérer le témoignage de Martin Sellner, un activiste de droite autrichien, ancien leader du mouvement identitaire en Autriche, qui explique que non seulement il a été banni définitivement de la plateforme, donc ne peut plus du tout créer de nouveaux comptes, mais en plus de ça, sa simple apparition sur une photo fait automatiquement sauter la publication. If you just post an image of me, the image might be deleted. My own wife had to blur me on the images she posts on her account because then her images could also be deleted. Un autre exemple parlant, c'est le témoignage de Maximilian Markel. Maximilian est aussi un activiste de droite pour le Génération Identitaire allemand. Il nous explique comment cette censure porte préjudice à son combat en bloquant sa portée et en laissant ses détracteurs libres de l'attaquer sans qu'ils puissent se défendre. It's actually a huge problem for us because in Germany younger people prefer Instagram well over X and I'm basically cut off of them.
Another huge problem is that if you search for my name, there's nothing like, oh, his account got banned. You simply can't find me. So recently there was a huge newspaper article about me and people tried to find my side of the story and it was basically impossible for them. Aujourd'hui, tous ces comptes ont été rétablis. Alors on pourrait s'en contenter et être prêt à déployer les mêmes méthodes à la prochaine vague de suppression, ou alors on peut essayer de comprendre qui était à la manœuvre et attaquer le mal à la racine, si tant est qu'on en ait les moyens. La question en voyant tout ça est donc qui a censuré tous ces comptes et pourquoi. Déjà, essayons de comprendre les règles qui sont d'apparence très simples. Pour régir les réseaux sociaux, il y a la loi et les conditions d'utilisation. Voyons voir si nos comptes suspendus contreviennent à ces deux critères. Pour commencer, quels points communs ont les comptes de Némésis, de Femélis, de Doramuto, d'Occidentis, d'une bonne droite ou de la cocarde étudiante? Ce sont tous des comptes de droite, ou du moins jugés comme tels. Ensuite, de quoi parle-t-il? Pour beaucoup, d'immigration et de wokisme. Donc déjà, au niveau de la loi, je ne crois pas me tromper en disant que ce ne sont pas des sujets légalement interdits en France. On a encore bien le droit de commenter des sujets de société, je crois que ça s'appelle la liberté d'expression. Ensuite, vérifions du côté des standards de la communauté, autrement dit des conditions d'utilisation de Meta, où sont inscrits noir sur blanc les interdits propres à la plateforme. On y retrouve par exemple la promotion d'actions criminelles, le harcèlement, l'exploitation sexuelle des enfants, le suicide, les atteintes à la vie privée ou encore les fausses informations. Et il est précisé que ces standards s'appliquent à tout le monde, partout dans le monde et à tous les types de contenus, y compris le contenu généré par IA. Sauf que voilà, rien dans ces standards n'empêche non plus de critiquer l'immigration ou de contester la théorie du genre ou le lobby LGBT. Parlons maintenant des contenus gris. Pour comprendre ce que signifie cette grosse escroquerie, je vous mets un peu de contexte. Je vais vous montrer plusieurs passages d'une commission d'enquête française sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Cette commission a eu lieu en juin 2025. Elle a par exemple fait pas mal parler d'elle, parce que dans cette commission ont été interrogés les influenceurs comme Alexis Chen ou Adé Laurent, qui n'ont peur de rien. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si vous changez de sujet... Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis le président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Mais ont aussi été interrogés lors d'une table ronde les représentants de X, Meta et YouTube. Et cette table ronde est particulièrement intéressante pour notre sujet. Alors attention, autre élément de contexte qui nous prive de certains angles et détails dont nous aurions pu avoir besoin, c'est que le président de cette commission n'est autre qu'Arthur Delaporte, un député socialiste plutôt agressif face à ces plateformes, et la rapporteure s'appelle Laure Miller, une députée macroniste pas beaucoup plus tendre et pas beaucoup moins orientée à gauche. Je vous laisse donc apprécier la question et surtout la réponse apportée par monsieur Guiroy, représentant de YouTube. On l'a vu, il y a des influenceurs, puisque c'est une économie de l'attention qui génère des vues à partir du moment où il y a des propos clash. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a quelque chose de problématique là-dedans, puisque ça va renforcer la visibilité, et l'algorithme va renforcer la visibilité des contenus qui peuvent être qualifiés de problématiques au détriment de contenus de qualité? Et est-ce que vous ne voyez pas un problème, on va dire, éthique à minima sur ce plan? Je pense que ce que je viens de vous décrire répond à votre question. On a deux systèmes qui vont dans le sens totalement opposé au fait de mettre en avant des contenus qui potentiellement génèrent du clash ou sont de piètre qualité. Encore une fois, on a une prime pour les contenus issus de médias ou de ce qu'on va appeler des sources qui font autorité, et donc on va les afficher de manière proéminente dans un certain nombre de cas. C'est peut-être totalement sur un plan économique contre-intuitif, mais c'est le parti pris qu'on a décidé d'avoir chez YouTube. Et puis encore une fois, dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez que
on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre. Et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Nos comptes d'influenceurs de droite semblent bel et bien faire partie de ces contenus gris, ces comptes qui génèrent du clash, comme ils disent. Et ceci expliquerait peut-être cet acharnement. Mais alors là, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous me direz « Oui, mais regarde ce qu'a dit Mark Zuckerberg en janvier 2025. » But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. Et je vous répondrai à travers ces explications de Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux. Alors, en janvier 2025, Mark Zuckerberg a annoncé la fin d'une modération agressive sur les comptes de droite et la désormais possibilité de partager des articles qui critiquaient typiquement l'immigration ou le changement de genre, mais il s'adressait à une modération américaine. Il a certes mis fin à la subvention des fact-checkers, qui lui coûtait, dans des pays comme la France, des millions chaque année, mais il ne parlait pas de la politique de modération propre à la France. Donc, si aux États-Unis la tendance s'inverse, pour l'Europe et pour la France, on n'a aucune garantie que les contenus critiquant l'immigration ou les LGBT ne sont pas censurés. Pire encore, les contenus pro-immigration ou pro-LGBT seraient peut-être privilégiés, comme l'explique Monsieur Battesti, représentant de Meta, toujours lors de la commission d'enquête. Je tâcherai d'être bref, parce que là encore, il y a pas mal de choses documentées. Je pense 2 points de précision importants. C'est vrai qu'on peut se focaliser sur des contenus problématiques, mais je tiens aussi à rassurer sur le fait, j'ai fait quelques recherches avant de venir, des contenus positifs sur, c'est le mois des fiertés, donc sur les droits des LGBTQ sont suivis par plusieurs millions des audiences à plusieurs millions de personnes, sur le changement climatique aussi. Donc on a vraiment de choses très positives qui même pourraient faire de l'ombre à ces choses négatives. Et donc il n'y a pas de préférence pour des choses négatives par rapport à des choses positive, je tiens à rassurer sur ça. Encore une fois, je comprends peut-être mal son propos, mais à mon sens, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas besoin de se retenir de trop supprimer les contenus gris, juste parce qu'on les aime pas, puisque les contenus pro-LGBT, par leur audience, compensent largement la perte d'un contenu de droite qui génère du clash, et donc des revenus. Cela dit, si on revient à Mark Zuckerberg et qu'on l'écoute nous raconter les pressions qu'il a subies lors du Covid par l'administration Biden... It was during the Biden administration when they were trying to roll out the vaccine program. And I'm generally like pretty pro rolling out vaccines. I think on balance the vaccines are more positive than negative, but I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who was basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were true, right? I mean, they basically pushed us and said, you know, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. Alors on peut imaginer que Meta France aussi soit pressurisé. Ce qui voudrait dire que Meta n'est pas le seul responsable de cette censure, il y participe en se pliant, oui, mais n'est pas l'unique responsable. Commençons par le schéma le plus classique de la pression politique, le coup de fil du ministre. Si vous pensez que j'exagère et si vous croyez que je n'en ai pas la preuve, écoutez bien de nouveau Monsieur Battesti. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'instances avec lesquelles nous sommes en interaction. Nous avons notamment l'ARCOM, c'est normal, qui est notre coordinateur national. Nous avons hérité du groupe de contact permanent, mais qui n'est plus réuni, ou si ce n'est quand il y a des crises, et c'est plutôt piloté côté ministère de l'Intérieur. Et puis de crise en crise, ou de ça, nous avons tel ou tel ministre qui souhaite nous convoquer pour nous demander des comptes et nous dire de retirer tel ou tel contenu en dehors des cadres d'ailleurs que je viens de décrire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la première pression à laquelle peuvent être soumis les plateformes. La deuxième est en revanche complètement légale, c'est le récent Digital Service Act de l'Union européenne. Mais alors c'est quoi le DSA ? Le principe du DSA, il est assez simple. Il délègue dans chaque nation européenne et à chacune de leurs autorités de tutelle le pouvoir de déléguer à des associations ou des ONG, qui sont des signaleurs de confiance,
qui vont pouvoir désigner tous les contenus indésirables et les signaler aux plateformes qui devront les éliminer sous peine d'amende et de gros tracas judiciaires. La problématique aujourd'hui, c'est que ça revient à faire du juge d'instruction une association ou une ONG, et évidemment, elles sont toutes teintées politiquement, et ça revient à donner le pouvoir du juge à des plateformes américaines. C'est quand même problématique, mais c'est dans cette situation que nous a plongé le DSA. Je vulgarise. Le DSA, donc l'Union européenne, demande à la France de réguler les contenus sur les réseaux sociaux. La France désigne alors l'Arcom pour engager une armée de signaleurs de confiance. Et l'Arcom décide de les choisir parmi des associations ou des ONG. C'est-à-dire qu'en plus des algorithmes mis en place par Meta pour détecter et supprimer les contenus interdits et les modérateurs humains de Meta qui complètent le travail de ces algorithmes, on a plusieurs associations françaises chargées de repérer des contenus problématiques et de les envoyer à la modération de Meta, X ou YouTube. Et ceux-ci doivent ensuite appliquer des sanctions. Voici la liste des signaleurs de confiance choisis par l'Arcom depuis novembre 2024 pour une durée de 3 ans renouvelable. On a e-Enfance, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, Information et défense des consommateurs salariés de la CGT, l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'Association Point de Contact, le Fonds international pour la protection des animaux, ainsi que le CRIF et la LICRA. Et voici la liste des associations proposées en juillet 2025 par Aurore Berger pour composer une coalition contre la haine et les fake news. On a donc Adam, le CRIF toujours, la Fédération des centres LGBTI+, FLAG, la LICRA toujours, M'endors pas, Mouvement d'Uni, Oser le féminisme, le planning familial, Respect Zone, SOS homophobie et SOS racisme. Bon, là je crois que je n'ai pas forcément besoin de m'attarder à commenter, vous devez tous très bien voir le problème. J'ajouterai quand même que chacune de ces associations, en plus de leur biais idéologique, sont en grande partie subventionnées par l'État et reçoivent dans le cadre de cette nouvelle mission un petit pécule parce que tout travail mérite salaire. En gros, c'est l'extrême gauche et les macronistes qui vous autorisent à exister ou pas sur les réseaux sociaux.